Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière de notre série de webinaires intitulée Lending for Business Acquisition. Nous avons avec nous aujourd'hui David Burnett d'Avantage Liquidité Partners Limited. La présentation de David durera environ 50 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Cette session sera enregistrée aujourd'hui et sera disponible sur notre chaîne YouTube pour regarder à nouveau ou pour ceux qui n'ont pas pu assister à la session aujourd'hui. Merci. C'est à vous, David. Merci, Aaron. Bonjour tout le monde. Voici, qu'est-ce que j'ai fait pour aujourd'hui? J'ai enlevé quelques affiches d'une de mes présentations qui dure une moitié d'une journée. Et c'est une présentation que j'ai faite originalement pour la CBDC de Kent pour leur démontrer qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans un achat d'une entreprise et quels sont les hasards pour les banques et les autres institutions qui font des prêts et qu'est-ce que les acheteurs des entreprises peuvent faire pour leur protéger contre les risques qu'on voit toujours avec les achats des petites entreprises. Moi, je m'appelle David, j'étais ici le mois passé. davidcbarnett.com, ça c'est mon site web, mon blog. Là, j'ai des centaines de vidéos YouTube, des articles. Je suis auteur de 7 différents livres. Et moi, j'étais la première personne au Nouveau-Brunswick en 2009 pour achever mon certification dans le domaine de courtier d'entreprise. Et c'est une certification qui est là depuis 40 ans dans les États-Unis. Mais moi, j'étais le premier qui ont décidé d'aller chercher cette certification-là. Je suis aussi un évaluateur certifié de machinerie et équipement et je travaille avec plusieurs des banques et caisses populaires pour faire des évaluations pour quand ils vont faire un prêt. Alors, c'est un domaine relié beaucoup avec le sujet aujourd'hui. Quand on parle de prendre une charge contre des équipements ou l'inventaire, des affaires comme ça. Quand j'avais mon bureau Sunbelt à Moncton, j'étais le courtier pour 36 ventes d'entreprises. Et aujourd'hui, je travaille avec des gens partout dans le monde. À peu près 60% de mon business, c'est avec les clients aux États-Unis. Alors, je travaille avec le monde partout. Et les choses qu'on va discuter aujourd'hui, je vois ça n'importe où dans le monde. Alors, soit le Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, les États, n'importe où. C'est la même affaire, c'est les mêmes trucs que les banques et les autres emprunteurs vont utiliser pour protéger l'acheteur et par extension, protéger l'institution. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on veut acheter une entreprise qui est déjà, qui roule déjà? C'est simple. C'est une entreprise qui a déjà des clients et des ventes et on espère les profits. Okay? Alors, c'est beaucoup plus facile d'acheter quelque chose qui marche déjà que faire quelque chose de nouveau, de lancer une nouvelle entreprise et on ne sait jamais quand on va achever la point où on va couvrir les dépenses puis on va faire un profit. Quand on achète quelque chose qui marche déjà, on a déjà le profit, mais il y a toujours des hasards qui existent, même s'il y a des ventes et les clients. Voici sur l'écran, j'ai mis un acheteur, par exemple, peut trop emprunter. Des fois, le prix d'achat, ça fait du sens, mais la structure du dette, ça fait pas du sens. Alors, c'est trop d'argent qui a besoin de sortir de l'entreprise et ça peut nuire à l'entreprise et au acheteur. Peut-être l'acheteur va acheter quelque chose pour trop. Le prix, ça fait pas du sens, il va payer trop et là, ça va causer des problèmes. Ou peut-être, c'est vraiment un cas de la fraude. Quelqu'un pense qu'une entreprise a une telle valeur et vraiment le valeur n'est pas là. Et on trouve des fois, de temps en temps, des gens qui tombent dans ce trou-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour prévenir les situations comme ça? Le danger pour un prêteur, vous croyez ça plus que moi. On peut faire un prêt à quelqu'un et si l'argent ne peut pas revenir dans l'institution, on peut avoir une perte du capital. On veut être certain
que quand on fait un prêt, numéro un, ça fait du bon sens dans une position de cash flow. Deuxièmement, s'il y a quelque chose qui arrive, on a un plan B. Qu'est-ce qu'on va faire comme institution pour recapter notre capital? Peut-être il y a des choses qu'on peut vendre, des choses qui ont été offertes comme garantie qu'on peut prendre. Et si les choses, les équipements, inventaires, etc., ont été offerts comme garantie, est-ce que la valeur est là qu'on pense? Alors ça, c'est une grande question. Et le troisième qui est là, on ne veut pas être dans une position où un autre organisme, par exemple un franchiseur, disons, peut nous mettre dans une position où on a besoin de quitter notre garantie avec trop peu d'argent. Et je vais vous démontrer quelques histoires aujourd'hui, des exemples que moi, je faisais partie. Alors, c'est un exemple direct de mon expérience où les banques ont trouvé qu'ils étaient dans une position où ils ont réussi un perte forcé par une autre organisation. Alors, comment est-ce que les acheteurs peuvent leur protéger contre ces hasards? Premièrement, c'est l'équipe. Il faut toujours avoir une équipe quand on achète une entreprise. Alors, on trouve les comptables, premièrement. Deuxièmement, les prêteurs commerciaux, les gens comme vous, les gens à la banque, ceux qui font la décision de donner un prêt ou non. Et troisièmement, des conseillers en affaires, des gens comme moi, qui essaient d'aider aux gens de faire un achat qui fait du sens. Alors, les avantages et les problèmes. Avantage avec le comptable peut aider à déterminer s'il y a quelque chose qui est mal avec les livres de l'entreprise. On peut faire des projections pour le cash flow, pour faire certain que l'argent va être là pour repayer la dette, et peut aider avec la diligence. Les comptables qui sont expériencés vont être capables de décider dans quel domaine est-ce qu'il faut faire plus de recherche dans les livres de l'entreprise ou peut-être chercher des autres informations hors de l'organisme pour confirmer qu'est-ce qu'on pense. Les problèmes, il y a plusieurs. Alors, premièrement, la majorité des comptables sont des experts dans les états financiers et les formules de taxes. Les achats de petites entreprises, ce n'est pas quelque chose qu'ils font très souvent. Alors, on peut avoir un manque d'expérience, même si le comptable a son propre désignation professionnelle. Très peu des comptables sont informés au sujet des évaluations des petites entreprises. Moi, je trouve ça très souvent. Juste quelques semaines passées, j'avais un exemple à Halifax. Un monsieur avait une entreprise, son comptable a décidé qu'avec un taux de capitalisation de 18%, que ça donnait la valeur de l'entreprise. Mais moi, quand je faisais mes recherches, je trouvais que les autres compagnies de même genre, même industrie que celui du monsieur, vendaient pour 2,4 fois le cash flow. Alors, ce n'est pas dans la même ligue. La taux de capitalisation qui a été utilisé par le comptable a donné un chiffre qui était 2 fois plus grand que le vrai estimation du valeur de l'entreprise. Et pourquoi? C'est parce que les comptables, dans leur formation, ils voient des exemples de valuation de la domaine, on appelle ça la Certified Business Valuator. Et pour les CBV, une petite entreprise, c'est une entreprise avec des ventes de 10 à 15 millions. Alors, on parle d'un domaine qui est complètement différent des petites entreprises. Et je vois ça tout le temps, que les évaluations qui viennent des comptables donnent un chiffre qui est beaucoup trop élevé pour ce que les petites entreprises vendent dans le marché qu'on voit d'un jour à l'autre. Et ça, c'est le problème avec les comptables. Prochainement, les prêteurs, si on a un prêteur qui est expériencé, qui a fait du business pendant des années et des années, on peut aider aux clients de voir si un contrat, un accord ne fait pas du sens. Et on peut leur sauver d'une bad deal. Okay? Mais les problèmes, c'est des fois, on a des gens qui travaillent dans les banques qui n'ont pas de l'expérience et ils ne veulent pas être mis dans une position où ils offrent une opinion aux clients. Alors, ils vont dire non à l'après, mais
à la même temps, il ne veut pas offrir son opinion pour aider aux gens d'éviter leurs problèmes. Alors, peut-être l'acheteur de l'entreprise va aller chercher un autre conseil, va aller essayer une autre méthode de faire du financement. Et finalement, des fois, les banques et les autres institutions vont regarder seulement à la capacité ou la capacité de payer la dette. Ils vont pas regarder la valeur de ce qui est acheté comme entreprise. Et le cas qui est le plus pire que j'ai vu, c'était une situation en Californie et la banque a regardé l'entreprise et le revenu personnel du mari de l'acheteur. Alors, ils ont décidé qu'avec le mari et son revenu et l'entreprise ensemble, ils étaient capables de faire le paiement sur la dette. Là, ils ont approuvé le prêt et la madame a acheté une entreprise, elle a payé presque 3 fois le montant qu'elle devrait payer pour le cash flow qui était là. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment des informations au courant dans le marché général pour achat et vente des petites entreprises? On voit que l'industrie de courtier d'entreprise, c'est quelque chose qui vient des États. Et moi, toute mon formation, ça a été fait aux États. Et quand j'avais mon bureau de courtier d'entreprise à Moncton, j'ai vu que tous les clients, c'était des clients d'un service. Soit un vendeur vendait son entreprise, là, il faisait son retraite. Ou un acheteur achetait une entreprise et là, il était content, heureux comme propriétaire de l'entreprise. Mais c'était vraiment rare pour quelqu'un de revenir encore et encore et encore pour acheter, vendre. Mais ça, c'est la réalité aux États-Unis. Parce que dans les États, leur code de taxation, ça dit que si on vend une petite entreprise et on prend tout l'argent de la vente et on met ça dans une autre achat dans une période de 6 mois, la limite de 6 mois, là, on ne paie pas la taxe. Et c'est déféré jusqu'à la fin. Alors, quelqu'un peut acheter, vendre des petites entreprises. Là, à la fin de son vie, il peut faire sa retraite. Là, il est chargé pour payer tous les taxes durant sa vie. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne un environnement où les gens sont vraiment au courant du sujet d'acheter et vendre les petites entreprises. Ici au Canada, là, une bonne comparaison, c'est les maisons. Parce qu'on ne paie pas la taxe sur les profits sur la maison principale. Alors, ici au Canada, on voit des gens qui achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent des résidences primaires. C'est la même chose aux États. Alors, il n'y a pas grand monde ici au Canada qui a fait un achat ou vente d'entreprise. Et ça, c'est pourquoi on ne voit pas grand monde qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Prochaine affiche. OK. Alors, quand les gens achètent une entreprise, c'est quoi qu'ils veulent acheter? Il y a plusieurs exemples sur l'écran, mais c'est le cash flow que les gens achètent. Quand j'avais mon bureau à Moncton, les gens entraient tout le temps pour dire « Bonjour, je veux acheter une entreprise ». Quand je leur demandais quelle sorte d'entreprise, ils répondaient toujours avec pas une telle sorte de compagnie ou entreprise. C'était toujours des choses comme ben, je travaille avec la compagnie de téléphone, je gagne 70 000, alors je veux acheter une entreprise qui gagne 70 000. Alors, c'est vraiment un cash flow que les gens achètent. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si le cash flow dans une telle entreprise est vraiment là? Les états financiers, tout le monde sait que c'est quelque chose qui est géré par les entrepreneurs pour gérer le montant de taxes qu'ils ont besoin de payer. Alors ça, c'est pourquoi on voit des ventes sous la table, par exemple, ou les dépenses personnelles qui sont mises dans les petites entreprises. Et là, à la fin, on est rendu avec un état financier qui démontre qu'une entreprise a très peu de profit, disons. Mais quand on arrive à la temps de vendre l'entreprise, l'histoire change. Ils veulent tous décrire aux acheteurs que voilà, il y a encore des autres ventes en surplus que qu'est-ce qui est déclaré. Beaucoup de les dépenses sont pas vraiment des dépenses réelles, il faut les enlever pour démontrer que la compagnie est mieux que ce qui est mis sur les formules de taxes. Moi, je vois ça tout le temps avec les ventes de petites entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre
si les histoires sont pas vraies. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, quand les gens veulent faire des changements aux états financiers, on appelle ça une normalisation. Alors, les vendeurs qui sont sophistiqués, qui vont utiliser un courtier d'entreprise, par exemple, ils vont avoir des états financiers qui ont été changés avec une petite note pour chacun des changements. Pourquoi est-ce qu'on a changé des diverses choses? Et les choses qui sont pas un coût avec de l'argent, comme la dépréciation, l'amortisation, et les choses qui sont discrétionnaires, par exemple les frais d'intérêt. Parce que l'acheteur veut savoir si j'achète une telle entreprise, qu'est-ce que mon cash flow va être. Puis il y a deux différents niveaux de cash flow qu'on va surveiller. Alors, les choses comme intérêt, ça c'est basé sur les décisions de financement que le vendeur a fait. L'acheteur, lui, va avoir son propre formule de financement, c'est son propre coût pour les intérêts, puis toutes les choses comme ça. Alors, il y a deux différents niveaux de cash flow qu'on va regarder quand on regarde une petite entreprise qui est à vendre. Il y a l'EBITDA, ça c'est le Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, on voit ça très souvent. Ce n'est pas vraiment un montant qui décrit le cash flow, mais ça nous aide à regarder une entreprise contre l'autre. Et le EBITDA, c'est avec un salaire pour le gérant. La majorité de petites entreprises sont gérées par le propriétaire. Alors, il y a un autre niveau de cash flow, le SDE. Ça, c'est le Seller's Discretionary Cash Flow, ou Earnings. Alors, ça, c'est l'argent qui est disponible pour le propriétaire. Voici à la fin de l'année, par exemple, j'ai 100 000 $ de l'argent pour moi. C'est à moi de décider qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors, soit un salaire, paiement des dettes, achat des nouveaux équipements, n'importe quoi, c'est à moi de décider. Ça, c'est le numéro qu'on veut, le chiffre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec le SDE? Il y a trois choses, et puis il y a aussi un quatrième. Alors, quand je parle avec les acheteurs, je dis toujours, numéro un, il faut avoir un salaire pour vivre. Alors, et le salaire, ça devrait être relié aux valeurs justes du marché pour le travail que tu fais. Alors, si tu achètes un petit restaurant, une Pizza Delight, disons, et un gérant d'un Pizza Delight devrait gagner 45 000, là, on devrait avoir un salaire de 45 000 pour ton travail. Ça, c'est le montant d'argent que tu gagnes pour aller travailler chaque jour. Okay? L'autre argent en surplus de ça, ça, c'est l'argent pour être un investisseur. C'est pour faire la décision d'acheter une telle entreprise. Là, il faut avoir un retour sur l'investissement. Alors, deuxième affaire, un retour sur leur argent. Alors, si moi, j'achète une entreprise, je mets 50 000 de mon argent que j'ai épargné pendant des années et des années, il faut avoir un retour sur cet argent-là qui est relié au risque qu'on prend avec une petite entreprise. Alors, donne-moi pas un petit retour de 5%. Moi, je veux un retour de 20-25% sur mon cash, okay? Parce que je prends un grand risque faire un investissement dans une petite entreprise. Et troisièmement, service de la dette. Alors, si j'emprunte l'argent de la CBDC ou un banque commerciale, il faut avoir l'argent pour faire les paiements et l'argent, ça vient du SDE. L'affaire en bas, le CAPEX, ça, c'est une très grande question parce que ça dépend sur l'industrie et le montant de machinerie et équipements qui sont utilisés dans une telle entreprise, dans une telle industrie. Alors, le SDE, c'est relié sur l'EBITDA, puis l'EBITDA, on enlève la dépréciation. Alors, on fait aucun conseil sur le fait que les équipements sont en train d'être plus en plus âgés. Alors, des fois, on a des entreprises où le vendeur a décidé 10 ans passés qu'il allait vendre, alors il a dépensé rien dans les nouvelles choses. Et là, l'acheteur a besoin d'acheter des nouvelles affaires. Alors, on a un grand effet sur la valeur de l'entreprise parce que l'acheteur a besoin de trouver dans son plan une manière de payer pour les nouvelles choses. Alors, soit il va payer moins pour l'entreprise parce qu'il va acheter de nouvelles choses au commencement, ou
Deux, il faut structurer la dette et les paiements aux vendeurs pour qu'on ait l'argent disponible pour remplacer les choses. Et là, tu vois un de mes livres qui sont disponibles, un e-book, les 21 choses que je vois de tout le temps que les acheteurs font, qui sont vraiment des affaires, des erreurs. Alors, en résumé, l'acheteur achète un cash flow, puis il est prêt à payer un prix raisonnable qui est modifié par le risque qu'il voit dans l'entreprise. Et s'il peut dire oui à la question, est-ce que le cash flow va être continué avec moi comme propriétaire? Okay? Alors, ça, c'est les deux questions parce que des fois, on peut voir une entreprise qui a un bon cash flow, mais on ne peut pas répondre oui à la deuxième question. Alors, l'acheteur voit ça, il dit, wow, c'est vraiment une belle organisation, une belle entreprise, mais je ne pense pas que moi, je suis capable de prendre soin de ça. Ça ne va pas continuer avec mon vigilance. Okay? Quelques problèmes qui sont reliés aux franchises. Parce que je vois ça de temps en temps et on parle pas toujours d'achat des entreprises. On parle aujourd'hui de protéger les acheteurs et les organismes qui font des prêts. J'ai vu plusieurs fois, ça devient de plus en plus commun pour les franchiseurs de prendre un tel endroit, disons pour un restaurant. Ils vont faire une autre belle pour leur franchisé. Alors, le franchiseur, lui, a le contrôle sur le local. Okay? On voit ça avec les restaurants, puis il y a des autres. Alors, des fois, les franchiseurs vont avoir leur propre plan B, que si le franchisé tombe en faillite, le franchiseur est dans une position de prendre l'endroit, de prendre l'entreprise pour eux-mêmes, même si l'acheteur a emprunté de l'argent, lui a tombé en faillite, disons, n'a pas réussi un succès, le franchiseur maintenant est laissé avec un nouvel endroit qu'ils ont payé presque rien pour. Je vais vous donner un exemple de ça. Mais ici, dans la photo, on voit une machine. C'est une machine pour remplir les, je ne sais pas comment dire ça, les fire extinguishers. Alors, cette machine-là, il y avait un homme sur l'île du Prince-Édouard qui a acheté une franchise pour faire un service aux autres entreprises pour toutes les affaires de safety puis protéger contre le feu. Et lui a acheté cette machine-là du franchiseur dans un forfait d'équipement au commencement de son franchise, puis lui a payé 2 700 $ pour cette machine-là. Et l'entreprise n'a pas marché très bien. Il n'était pas capable de payer son dette à la banque. C'était une des grandes banques canadiennes. Alors, un avocat à Toronto a été engagé par la banque pour poursuivre ce monsieur-là. Et l'avocat m'a contacté pour aller sur l'île, pour surveiller les équipements, faire une liste de tout ce qui était là, puis ensuite une évaluation des équipements. Et moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est qu'on peut acheter la même machine sur un site web dans les États pour 900 $. Alors, en plus que le frais de franchise que le monsieur a payé, il a surpayé par 3 fois pour presque tous les équipements qui sont venus avec l'entreprise. Alors, la banque a pris ça comme garantie pour le prêt et là, ils ont trouvé que vraiment les équipements ne tenaient pas du tout la valeur qu'ils pensaient. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous protéger contre les franchiseurs qui font des choses comme ça? Alors, les propriétaires des immeubles commerciaux, eux, sont toujours garantis d'avoir leur argent parce que le franchiseur, peut-être, ils ont un bail principal, puis le franchisé est dessous eux avec un sublease, disons. Et le propriétaire du bâtisse, lui, va collectionner son bail de n'importe qui, soit un ou l'autre. Okay? Mais le franchiseur, s'il prend le franchise, si le franchisé n'est pas capable de payer, qu'est-ce qui nous protège comme un prêteur pour le perte de l'argent? Okay? Je vais partager avec vous les stratégies que je vois avec les autres banques qui viennent de plus en plus communes. Mais prochainement,
J'ai un livre qui s'appelle Franchise Warnings. Vraiment, c'est recommandé pour les gens qui veulent acheter une franchise. C'est des histoires que moi, j'ai vues durant mon carrière de tout le temps que les gens ont été pris avantage par les franchiseurs. Règle d'or générale. Une entreprise, c'est un système qui n'est ce qui entre dans le système, ce n'est pas égal à ce qui sort. Alors, on peut avoir, par exemple, une réduction dans les ventes et les revenus de 10%, et peut-être ça va nous donner une réduction en profit de 50%. Okay? Alors, une très petite change dans les revenus peut avoir un grand changement dans les profits. Et pour ces raisons-là, moi, mon conseil à tout le monde, c'est toujours de jamais aller plus que 2 fois une couverture de paiement. Alors, debt service coverage, on appelle ça en anglais. Pour les bâtisses d'appartements, les banques demandent 1,25 fois. Alors, 125, il faut avoir un cash flow de 125% le grandeur de ce qui a été promis aux banques. Et pour une entreprise, moi, je dis 2 fois. On veut avoir beaucoup de place pour les erreurs. Parce que les choses peuvent arriver dans une entreprise et des fois, on n'est pas au courant de ce qui arrive dans l'entreprise avant que c'est trop tard. Alors, 2 fois le cash flow pour le service à la dette. Quand on achète une entreprise, pour les petites entreprises, c'est presque toujours un vent des atouts, un share, un asset sale. Et quand on fait l'achat, il faut faire une allocation de prix qu'on paye pour les différentes catégories d'affaires. Alors, l'achalandage, les équipements, l'inventaire, etc. Et il faut être certain comme un emprunteur que le valeur est vraiment là. Moi, j'ai fait un exemple une fois. C'était une petite entreprise qui échangeait les bouteilles, un retour de bouteilles pour le recyclage. Et l'acheteur et le vendeur, ils ont décidé ensemble de monter la valeur des équipements pour que l'acheteur pourrait avoir un plus grand prêt à la banque. Et moi, j'étais engagé par la banque d'aller vérifier la valeur des équipements. Je m'excuse. Alors, l'acheteur et le vendeur disaient que les équipements tenaient une valeur de 50 000 $ et moi, mon évaluation finale, c'était 18 000. Alors, si une banque avait pris ce valeur-là de l'acheteur et vendeur, puis plus tard avait besoin d'essayer de vendre les choses pour recapter de l'argent, ce ne serait pas une bonne situation pour la banque. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour protéger l'acheteur? C'est la même formule était appliquée pour presque 100 années selon les choses que moi j'ai lues. Alors, c'est la même chose tout le temps, soit aux États, au Canada, au Royaume-Uni, en Afrique, n'importe où. C'est l'argent de l'acheteur, premièrement. Alors, il faut avoir du skin in the game, on appelle ça en anglais. Deuxièmement, s'il y a des choses tangibles, des machineries, des équipements, n'importe quoi, là, on peut emprunter de l'argent de la banque. Et troisièmement, et ça, c'est l'affaire qui est importante, argent du vendeur. Il faut que le vendeur de l'entreprise fait partie de la solution du financement. Alors, j'ai des boîtes ici que j'ai fait pour illustrer ça. Alors, sur le côté gauche, on a des boîtes roses, puis la plus grande boîte, c'est les immobilisations. Alors, les bâtisses, les véhicules, les machineries. Ensuite, on a du operating capital. On a l'inventaire, l'argent pour les recevables, tout ça. Puis ensuite, l'achalandage. Alors, si c'est une bonne entreprise, on va avoir du goodwill dans l'entreprise. Ça, c'est le morceau final. De l'autre côté, c'est où est-ce qu'on cherche l'argent pour acheter ces trois choses-là. Alors, pour les immobilisations, là, on utilise des baies, des hypothèques, des prêts commerciaux de la banque. Parce qu'on a des choses tangibles pour offrir en garantie, là, on peut avoir un prêt à long terme. Okay?
Deuxièmement, l'argent de l'acheteur pour couvrir l'équité qu'on demande dans les immobilisations et pour le capital d'exploitation. Et là, finalement, financement du vendeur. Et ça, c'est parce que l'achalandage, c'est pas tangible. Un acheteur peut acheter une entreprise, peut tout ruiner le goodwill dans très peu de temps par prendre une méthode de gestion qui marche pas. Alors, pourquoi est-ce qu'un vendeur va accepter une situation où c'est lui qui a besoin de faire une partie du financement? Parce que la majorité des vendeurs vont dire non, je ne veux pas faire ça. Je veux recevoir tout mon argent immédiatement. Okay? Alors, voici les raisons. Pourquoi les vendeurs? Premièrement, ça permet de faire finaliser l'achat plus rapide. Deuxièmement, on est capable d'achever un prix plus raisonnable pour le vendeur si le vendeur est prêt à faire du financement. N'importe quand qu'on achète des choses qui sont vraiment disponibles, qui sont vraiment avec un haut prix, par exemple une auto, les détaillants d'auto savent qu'il y a très peu de monde qui ont 40 000 $ dans leur banque. Alors, ce qu'ils font, ils font des arrangements pour le financement. Là, qu'on entre chez Ford, on veut acheter l'auto de 40 000 $, le monsieur-là est prêt avec des options pour financement. C'est la même chose avec vendre une entreprise. Il faut comprendre que le problème pour l'acheteur, c'est de trouver l'argent. Alors, si le vendeur est prêt déjà pour faire un financement, s'ils savent que c'est nécessaire, là, on peut vendre l'entreprise pour un meilleur prix dans un plus court montant de temps. Ça donne aussi la confiance au acheteur que toutes les choses que le vendeur a dit à propos de l'entreprise sont des choses qui sont vraies. Alors, parce qu'on met toujours dans la note de financement, on met toujours une ligne de garantie. On met que le note est sujet aux frais et dépenses reliés à quelque chose qui n'était pas donné ou offert ou expliqué à l'acheteur avant. Alors, en anglais, on appelle ça undiscovered lien ou material misrepresentation. Alors, si le vendeur dit les choses à l'acheteur qui ne sont pas vraies, ou s'il y a des informations que le vendeur savent à propos de l'avenir de l'entreprise qui ne sont pas partagées avec l'acheteur, là, après la vente, l'acheteur a le pouvoir de changer le prix d'achat parce que c'est lui qui contrôle l'argent qui va au vendeur pour payer la dette de financement qui est tenue par le vendeur. Alors, ça donne du pouvoir au acheteur et ça partage la dette, la risque avec le vendeur. Pourquoi les acheteurs ont besoin que le vendeur fasse un financement? Numéro 1, ça aligne les intérêts du vendeur et l'acheteur ensemble. Si on donne de l'argent au vendeur sur la date de fermeture pour le contrat, là, le vendeur n'a aucun intérêt dans le succès de l'acheteur. Mais si le vendeur fait partie du financement, là, le vendeur a besoin que l'acheteur soit un bon gérant de l'entreprise. Le vendeur a besoin que l'acheteur réussisse un succès. Là, il est là pour donner du support, des avis, des conseils aux acheteurs. Et le vendeur, c'est lui qui est au courant de ce qu'il faut faire pour faire marcher l'entreprise mieux que n'importe qui d'autre. Alors, c'est lui l'expert. Des fois, les banques demandent qu'il faut avoir un financement du vendeur. Je vois ça très souvent dans les banques commerciales et la BDC. Alors, le prêt commercial demande que le vendeur fasse un financement. Pourquoi? C'est parce que ça donne une garantie à la banque. Okay? Alors, voici la troisième affiche. Voyons, il y a une autre chose. J'ai parlé quelques minutes passées des ventes sous la table, disons. Alors, si un vendeur dit à l'acheteur, « Hey, il y a une autre 20 000 $ de revenus qui n'est pas déclaré », là, on peut mettre plus d'informations dans la note de dette. On peut mettre une garantie sur le revenu.
on peut mettre, si par exemple le revenu n'est pas un tel montant dans les premiers 6 mois, là, on réduit la dette au vendeur par X. Okay? Alors, c'est une méthode de garantir à l'acheteur que les informations données par le vendeur sont correctes. Et sinon, là, le prix a été réduit automatiquement sans avoir besoin d'aller chercher un avocat pour faire une action légale. Encore, tout le risque est partagé avec le vendeur quand on fait un financement. Pourquoi est-ce que les emprunteurs veulent voir ça? Ça donne une garantie au vendeur. Alors, pensez-y à une situation où l'acheteur ne réussit pas un succès, il tombe en faillite. Okay? Alors, il y a un prêt à la banque et un prêt au vendeur. Alors, peut-être, disons que 100 000 pièces est dû à la banque, une autre 50 000 pièces est due au vendeur. Monsieur à la banque savent que le vendeur est aussi, il y a un prêt qui est dû à la vendeur. Alors, au lieu de faire un foreclosure sur l'entreprise, lui appelle le vendeur. Dit, hey, moi, je connais que toi, tu as dû de l'argent aussi. Le monsieur a tombé en faillite. Il faut qu'on fasse quelque chose pour recapter l'argent qu'on a perdu. Si, par exemple, toi, tu veux prendre l'entreprise, tu peux passer par mon bureau, tu peux signer ton nom sur la dette. Parce que la banque, lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. Et la banque n'est pas capable de faire fonctionner l'entreprise, mais le vendeur est capable. Parce que le vendeur savent comment faire fonctionner l'entreprise. Alors, le vendeur peut décider si je veux pas avoir un perte totale, moi, je peux aller prendre l'entreprise, je peux prendre la dette à la banque qui n'est pas encore payée. Et souviens, sur la date de fermeture du contrat, le vendeur, lui, a reçu tout l'argent qui est venu de la banque. Alors, lui a reçu cet argent-là déjà. Alors, il est dans la position où il peut aller prendre l'entreprise pour essayer de réparer les dommages, pour le revendre encore. Et quand c'est revendu, la dette à la banque va être payée de nouveau. Alors, vraiment, pour le vendeur, c'est une situation où on peut gagner beaucoup plus si l'acheteur tombe en faillite. Parce que là, on peut recapter l'entreprise pour rien. Et pour la banque, ça leur donne un plan B avant le plan C, qui est prendre les équipements qui ont été offerts en garantie. Parce que ça, ce n'est pas une histoire qu'on veut avoir. Si on a besoin de prendre les choses, appeler à l'auction pour vendre des affaires, on ne recapte jamais l'argent qu'on a besoin. Alors, c'est un troisième plan maintenant. C'est d'avoir un vendeur qui a dû de l'argent qui va revenir réparer l'entreprise avant que c'est offert en vente du nouveau. Alors, si tu n'es pas capable de voir un coverage ratio de 2 fois sur les dettes, ce qu'on peut faire, c'est on peut jouer avec les termes et les conditions du financement pour le financement du vendeur. La BDC, eux, ils ont un petit truc. La BDC demande que le bilan du compagnie a une comparaison dette à l'équité de 3 à 1. Alors, mais si, par exemple, un vendeur est prêt à faire un financement et pour les 5 ans après l'achat, on n'a pas besoin de payer la capitale sur le prêt du vendeur, ils vont compter ce dette-là comme l'équité parce qu'il n'y a pas une demande sur l'argent de l'entreprise. Alors, ça donne 5 ans aux acheteurs de repayer les autres dettes, par exemple la dette à la BDC, avant qu'ils ont besoin de commencer à payer la dette au vendeur. Alors, ça, c'est un exemple de comment on peut utiliser une dette à la vendeur pour changer le dynamique du cash flow dans l'entreprise pour que ça soit moins dangereux pour l'acheteur et moins dangereux pour ceux qui fait le prêt. Alors, dans ce cas-là, c'est la BDC qui demande, et si vous voulez avoir ce prêt-là, il faut que le vendeur soit agréable à les changements qu'on veut qu'il fasse au financement.
Voici un exemple d'un achat que moi, j'ai donné des conseils à l'acheteur, mais c'est un exemple qu'on voit très souvent ici au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est un restaurant qui était une franchise avec des revenus de 750 000 et un discretionary cash flow de 80 000. Okay? Alors, moi, j'ai fait mon recherche. J'ai trouvé que des petits restaurants de même vendaient pour 1,74 fois le discretionary cash flow. Alors, ça donnait un prix de 139 200. Okay? Mais le prix demandé, c'était seulement 125 000. OK, peut-être c'est une bonne opportunité. Mais là, on a appris qu'il y avait des autres choses qu'il fallait payer. Okay? Premièrement, il faut ajouter une autre marque qui est maintenant vendue par le franchiseur. Alors, le franchiseur a décidé qu'une marque de restauration, ce n'était pas assez, il faut avoir une autre. Et là, on charge 30 000 comme frais. Deuxièmement, il faut que l'acheteur achète son formation du franchiseur. Là, un autre frais, 10 000 $. Et troisièmement, ça fait plus que 10 ans que le restaurant est ouvert. Il faut avoir un forfait de décoration pour tout renouveler le restaurant pour que ça matche avec tous les autres restaurants de la chaîne. Là, ça coûtera 60 000. Okay? Alors, le franchiseur, lui, assure qu'avec les augmentations et les améliorations à la décor, que les ventes vont monter par 20 %. Okay? Voici mes conseils aux acheteurs. J'ai dit, le cash flow, c'est 80 000. Ça tient une valeur de 140 000. Ça ne fait aucune différence à qui vous payez l'argent. Il ne faut pas payer plus que 140 000. Alors, si on a besoin de payer 30 000 au franchiseur et si on a besoin de payer 10 000 au franchiseur et si on a besoin de payer 60 000 à un contracteur pour faire les décorations et tout ça, là, ça nous donne une figure qui reste de 50 000. Alors, on est seulement capable de donner 50 000 au vendeur pour acheter le cash flow pour 140 000. Et qu'est-ce que vous pensiez était arrivé? L'acheteur, lui, au commencement, il était « Hey, ça c'est fou, je ne peux pas acheter un restaurant qui fonctionne pour 50 000. » Mais après quelques conversations avec moi, il commençait à comprendre que ce n'était pas 50 000 qu'il payait, c'était 140 000. Et on demandait la question, si c'était une garantie que les revenus vont être augmentés par 20 % si on fait l'amélioration au restaurant, pourquoi est-ce que le propriétaire qui était déjà là n'a pas fait les augmentations? Okay? Et la raison pourquoi, ce n'est pas une garantie. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et le vendeur, lui, savait les risques. Il savait que le 60 000 $, ce n'est pas garanti que ça va marcher pour monter les revenus. Alors, l'acheteur a dit non, ça c'est mon affaire, 50 000. Le vendeur, lui, a dit non, il ne voulait pas accepter ça. Et dès aujourd'hui, c'est le même vendeur, il est encore là comme propriétaire, gérant de ce restaurant-là. Ce n'était pas vendu. Il est capté par les règlements et les demandes qui ont été faites par le franchiseur. J'ai un autre exemple ici. On est presque à la fin. Mais voici l'exemple d'une autre deal qui n'a pas marché bien pour la banque. C'était une petite entreprise qui vendait du café, du muffin, des affaires comme ça. Et la madame voulait vendre ça pour 139 000 $. J'ai trouvé un acheteur quand j'étais courtier. Ils ont offert 125 000 avec 75 000 sur la journée de fermeture et un autre 50 000 pendant 36 mois. Alors, ça, c'est un exemple de financement du vendeur. Alors, 75 000 aujourd'hui et pour les prochaines 3 ans, on va vous donner 50 000 avec des paiements mensuels, peut-être avec un taux d'intérêt là-dessus. Le vendeur m'avait dit que son comptable avait donné un conseil que ce n'était pas une bonne idée, alors elle a refusé. Okay? Mais selon moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je pense? Que ça, c'était une histoire. Ce n'était pas vraiment ce qui est arrivé. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'elle réalisait déjà que les ventes tombaient. Et
14 mois plus tard, les ventes ont tombé par 40%. Et là, elle a accepté une offre d'un autre acheteur. Elle a accepté une offre de 59 000 pour l'entreprise, avec 50 000 donnés sur la journée de fermeture et une autre 9 000 sur 24 mois. Mais elle n'était pas permis d'accepter l'offre parce qu'elle a appelé à son franchiseur pour dire « Hey, j'ai quelqu'un qui veut acheter l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? » Et elle était en retard avec ses paiements, les royalties pour le franchiseur. Et le franchiseur, lui, avait le bail principal sur l'endroit. Elle était un subtenant. Alors, ce qui est arrivé, le franchiseur a changé le serrure. Alors, lui a pris l'entreprise comme ça du madame parce qu'elle était en retard avec les frais. Et là, ils ont mis un gérant en place et ils m'ont appelé sur la téléphone pour demander « Hey, Dave, est-ce que tu pourrais rendre l'acheteur-là pour acheter le restaurant? On est prêt à accepter le 59 000. » Mais qu'est-ce qui est arrivé avec la madame et son prêt à la banque? Elle avait un prêt de 80 000 qui était dû à la banque. Et quand le franchiseur a changé le serrure sur l'endroit, ils ont envoyé une lettre à la banque, ils ont demandé « Hey, on sait que vous avez un lien sur les équipements qui sont ici dans le restaurant. On vous donne 1 jour pour reprendre vos affaires. Sinon, on les achète pour 5 000 $ ou on va commencer à vous charger un loyer sur l'endroit. » Alors, la banque n'était pas dans une position d'aller prendre des équipements d'un restaurant dans 1 jour. Il ne voulait pas avoir tous les frais et dépenses avec les avocats. Il ne voulait pas avoir toutes les dépenses de gérer une repossession des équipements. Alors, ils ont accepté l'offre. Alors, la banque a perdu 75 000 $ dans cette situation-là. Et vraiment, c'était nous, comme les taxpayers, qui ont perdu l'argent parce que c'était un prêt qui a été fait sur le programme du gouvernement d'Industrie Canada. Et c'est pas la première fois que j'ai vu quelque chose comme ça. Alors, la banque a perdu son argent. La madame a tombé en faillite parce que la banque a pris action contre elle. Elle avait aussi des dettes avec le revenu, avec CRA, et elle n'était pas capable de vendre l'entreprise parce que le franchiseur l'avait pris. Et alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on voit, de ce qui arrive, et ça, c'est pourquoi c'est vraiment important pour vous, quand vous faites des prêts aux acheteurs, de faire certain que l'acheteur est protégé et la banque est protégée avec un financement du vendeur. Ça, c'est pourquoi c'est un système qui est là pendant plus que 100 années que j'ai vu. L'autre affaire avec les franchisés, il y a de plus en plus des exemples que moi je vois, des histoires que j'entends, des banques qui ont des ententes séparées avec les franchiseurs. Alors, je suis au courant d'une histoire à Halifax. C'était quelqu'un qui a acheté une franchise de restauration. Ils avaient besoin d'emprunter de l'argent. C'était un grand montant, comme $1 million, d'un des grandes banques canadiennes. Et la banque a une entente avec ce franchiseur-là. Le monsieur à Halifax a tombé en faillite et le franchiseur a écrit un chèque. Alors, c'était tout payé par le franchiseur. Et la raison pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont besoin d'avoir une source de financement pour les nouveaux franchisés. Alors, pour les petites entreprises, pour vraiment les petites business qui cherchent des prêts de 80, 100 000, 250 000, 400 000 pour acheter une franchise, je me demande la question, pourquoi pas demander aux franchiseurs de faire une partie de la garantie aux dettes? Par exemple, le montant du frais de franchise. Alors, si le monsieur, par exemple, sur l'île du Prince-Édouard, quand il a acheté son franchise, il y avait un frais de franchise de 30 000 $. Selon moi, le banque devrait demander au franchiseur de signer une garantie pour ce montant-là. Parce que qu'est-ce que le monsieur a reçu pour le frais de franchise? Quelques livres, quelques vidéos, les conseils, la formation.
Ça ne coûte pas 30 000 $ pour donner ça. Ça, c'est complètement un profit pour le franchiseur. Mais le monsieur a emprunté de l'argent basé sur les conseils du franchiseur qu'il aura eu un succès parce qu'il a acheté leur système d'entreprise. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, tu peux me contacter. Et davidcbarnett.com, ça c'est mon site web. Et vous allez trouver des centaines de vidéos et des articles et tout, des choses comme ça sur mon site web. Et je te verrai la prochaine fois. Merci. Merci, David. OK. Je vais arrêter